All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer la fonction résiduelle de tribunal pénal est ouverte. Please be seated. Before starting, Le Président, avant le début de la présente audience, je tiens à vous présenter les excuses de la Chambre eu égard au retard enregistré ce matin et je tiens à dire très clairement que demain, nous débuterons l'audience à 9h30 précise. Monsieur le greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire. Je vous prie, le greffier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire MICT 1355A, le procureur contre Radovan Karadzic. Le Président, merci. Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes en mesure de suivre les débats dans une langue comprise par vous? Monsieur Karadzic, j'espère que je serai en mesure de le faire. Je crois que le canal est le canal numéro 6. Oui, je vous entends maintenant. Le Président, merci. Eh bien, je demande au parti de se présenter, à commencer par l'accusation. L'accusation, bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Du côté de l'accusation, vous avez devant vous Katrina Gustafsson, Laurel Beg et Ian Reid. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie, Madame Gustafsson. La présentation de la défense de M. Karadzic. Maître Robinson, je vais prier M. le Président Karadzic de présenter les membres de notre équipe. Monsieur Karadzic, bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges, bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans la salle. Mon conseil principal est devant vous aujourd'hui. Il s'agit de Peter Robinson. Et nous sommes également accompagnés de Kate Gibson, Goran Petronievich, venu de Belgrade, et Marko Sladojevic, qui a travaillé à mes côtés pendant toute l'affaire. Le Président, je vous remercie, Monsieur Karadzic. Je m'adresse à vous maintenant. Monsieur Karadzic ainsi que l'accusation ont déposé des mémoires d'appel pour s'opposer au jugement du 24 mars 2007 rendu par la Chambre de première instance du TPY. Conformément à l'ordonnance portant calendrier du 27 février 2018, la Chambre d'appel va entendre aujourd'hui et demain Monsieur Karadzic d'abord, puis l'accusation dans la présentation de leur appel contre le jugement prononcé en première instance. L'affaire concerne la responsabilité pénale de M. Radovan Karadzic, qui, premièrement, a été membre fondateur du Parti démocratique serbe, dans les rangs desquels il a servi en qualité de président du 12 juillet 1990 au 19 juillet 1996. Deuxièmement, a présidé le Conseil national de sécurité de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, créé le 27 mars 1992 dans le cadre d'un certain nombre de séances organisées à peu près en mai 1992. Et troisièmement, a été élu président de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 12 mai 1993. Enfin, quatrièmement, a présidé la Republika Srpska à partir du 17 décembre 1992, exerçant également les fonctions de commandant suprême des forces armées de celle-ci. La Chambre de première instance a déclaré M. Karadzic coupable en vertu des articles 71 et 73 du statut du TPY pour génocide, crime contre l'humanité et violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a conclu en particulier que M. Karadzic avait participé à une entreprise criminelle conjointe destinée à obtenir le déplacement permanent
des musulmans et des Croates de Bosnie depuis le territoire bosniaque réclamé par les Serbes dans un certain nombre de municipalités disséminées en Bosnie-Herzégovine, et ce, dans la période allant d'octobre 1991 au 30 novembre 1995. Elle l'a déclaré coupable dans le cadre de la première forme d'entreprise criminelle commune, coupable de déportation, de persécution et d'autres actes inhumains, transferts forcés en particulier, en tant que crime contre l'humanité. La Chambre de première instance l'a également déclaré coupable dans le cadre de la troisième forme d'entreprise criminelle commune, coupable de persécution, d'extermination et de meurtre en tant que crime contre l'humanité, et de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a conclu également qu'à partir de la fin mai 1992 et jusqu'au mois d'octobre 1995, M. Karadzic avait participé à une entreprise criminelle commune destinée à répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par le biais d'une campagne de tirs isolés et de pilonnage, et la Chambre l'a déclaré coupable dans le cadre de la première forme d'entreprise criminelle commune, de meurtre en tant que crime contre l'humanité et de meurtre, de terreur et d'attaque illégale contre des civils en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a également conclu que M. Karadzic avait participé à une entreprise criminelle commune destinée à éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica en 1995 et l'a déclaré coupable au titre de la première forme d'entreprise criminelle commune de génocide, persécution, extermination et autres actes inhumains, le transfert forcé en particulier, en tant que crime contre l'humanité, et de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a également déclaré M. Karadzic coupable en tant que supérieur hiérarchique au titre des articles 7 de l'article, correction de l'interprète, 7.3 du statut du TPI grec, coupable de persécution et d'extermination en tant que crime contre l'humanité et de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Enfin, la Chambre de première instance a conclu qu'entre le 25 mai et le 18 juin 1995, M. Karadzic avait participé à une entreprise criminelle commune dont le but consistait à prendre en otage des membres du personnel des Nations Unies dans le but de contraindre l'OTAN à mettre un terme aux frappes aériennes qu'elle conduisait contre des cibles bosno-serbes et l'a déclaré coupable dans le cadre de la première forme d'entreprise criminelle commune de prise d'otages en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a condamné M. Karadzic à 40 années d'emprisonnement. M. Karadzic a présenté 50 moyens d'appel. Il demande à la Chambre d'appel d'annuler ses déclarations de culpabilité et de prononcer un acquittement ou, à défaut, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou une peine réduite. L'accusation répond que l'appel de M. Karadzic devrait être rejeté dans sa globalité. L'accusation avance 4 moyens d'appel. Les 3 premiers concernent des erreurs présumées relatives au fait que la Chambre de première instance n'a pas déclaré M. Karadzic coupable dans le cadre de la première forme d'entreprise criminelle commune par rapport à tous les crimes qui ont été le résultat du déplacement des musulmans et croates de Bosnie à partir des territoires bosniaques réclamés par la Serbie dans des municipalités disséminées dans toute la Bosnie-Herzégovine entre le mois d'octobre 1991 et le 30 novembre 1995, et également pour ne pas l'avoir déclaré coupable de génocide sur ce fondement. Dans son dernier moyen d'appel, l'accusation allègue du fait que la Chambre de première instance aurait abusé de son droit discrétionnaire en imposant une peine de 40 années d'emprisonnement au lieu
de l'emprisonnement à vie. Monsieur Karadzic rétorque que l'appel de l'accusation doit être rejeté dans sa globalité. Je vais maintenant résumer notre façon de procéder à partir de maintenant. Le 27 février 2018, la Chambre d'appel a fait droit à la requête de M. Karadzic qui demande à participer à la présente audience en compagnie de son conseil et de son co-conseil pour traiter des chefs d'accusation numéro 28, 34, 36 à 39 et 45 de son appel. Des moyens, correction de l'interprète, des moyens numéro 28, 34, 36 à 39 et 47 et 45 de son mémoire en appel. Je tiens à rappeler aux deux parties que le processus d'appel n'a rien à voir avec un nouveau procès et que les parties sont tenues de s'abstenir dans la présentation de leurs arguments, de revenir sur des arguments déjà présentés en première instance. Ces arguments doivent être limités aux erreurs alléguées, aux erreurs en droit qui pourraient permettre d'invalider le jugement en première instance ou des erreurs sur les faits qui auraient pu provoquer une erreur judiciaire. Pendant tout le procès, les parties peuvent présenter leurs moyens d'appel dans l'ordre qu'elles considèrent le plus approprié pour la poursuite de leur objectif. Les parties présentent ces arguments de façon claire et concise et sont tenues également de préciser les références par rapport aux documents qui étayent leurs arguments verbaux. Les juges, bien entendu, peuvent interrompre les parties à quelques moments, que ce soit pour poser des questions ou poser des questions suite à des arguments de l'une ou l'autre des parties à la fin des audiences. La Chambre d'appel connaît bien les mémoires et j'invite donc instamment les parties à ne pas répéter oralement ce qui a été longuement mis par écrit dans ces mémoires. J'aimerais également rappeler à M. Karadzic et à son conseil et aux parties de façon générale qu'il importe de veiller à ne révéler aucun renseignement confidentiel qui risquerait de dévoiler l'identité d'un témoin protégé. Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier, cette audience se déroulera comme suit. Nous allons d'abord entendre les arguments à l'appui de l'appel de M. Karadzic pendant 1h30. Ensuite, il y aura une pause. Nous poursuivrons l'audition des arguments à l'appui de l'appel de M. Karadzic pendant encore 1h30. Et après une pause d'un quart d'heure, l'accusation répliquera en s'exprimant pendant 1h30. Après une pause de 30 minutes, l'accusation poursuivra sa réponse pendant 1h30 supplémentaire. Monsieur Karadzic et son conseil disposeront d'1h30 pour répliquer ensuite à la réponse de l'accusation. Et après une pause de 30 minutes, nous entendrons les arguments en appel de l'accusation pendant 30 minutes. Après cela, le conseil de M. Karadzic répondra pendant 30 minutes, après quoi l'accusation disposera de 15 minutes pour répliquer. Enfin, M. Karadzic disposera de 10 minutes pour s'exprimer personnellement devant la Chambre. J'invite M. Karadzic ou son conseil à présenter son appel. Vous disposez d'1h30 pour cette présentation. Maître Robinson, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous sommes ici aujourd'hui pour renverser la déclaration de culpabilité concernant M. Radovan Karadzic et ordonner un nouveau procès. Il y a 73 ans, en 1945, un autre Américain, le juge Robert Jackson, se tenait devant un groupe de juges à Nuremberg pour plaider son affaire devant le premier tribunal pénal international. Depuis cette date, des tribunaux pénaux internationaux ont été créés en rapport avec les conflits survenus dans l'ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Timor oriental, en Sierra Leone, au Cambodge et au Liban. Des plans prévoient la création de tribunaux internationaux
en République de Centrafrique, au Sud-Soudan et au Kosovo. Et la Cour pénale internationale permanente qui, avec ses 120 pays membres, se trouve à quelques kilomètres d'ici, à La Haye également. D'autres conflits comme ceux de Syrie, du Yémen et de Myanmar appellent haut et fort pour la création pour l'application de la justice internationale. Beaucoup de choses ont changé depuis que le juge Jackson plaidait devant les juges de Nuremberg, mais des valeurs universelles sont demeurées et la plus importante d'entre elles est sans aucun doute le droit à un procès équitable. Comme le juge Jackson l'a dit de façon si éloquente au début du procès de Nuremberg, nous ne devons jamais oublier que la base sur laquelle nous jugeons les accusés présents devant nous aujourd'hui, c'est la base sur laquelle l'histoire nous jugera demain. Faire passer à ces accusés un calice empoisonné revient à le placer sur nos propres lèvres. Fin de citation. Aujourd'hui, en 2018, alors que je suis debout devant vous pour plaider la cause de Radovan Karadzic, la justice pénale internationale se trouve à un carrefour. Les souffrances et l'impunité continuent parce que des pays puissants ne font pas confiance à la justice pénale internationale pour la défense de leurs intérêts ou de ceux de leurs alliés. Rendre universelle la justice internationale, afin de rendre universelle la justice internationale, des procureurs internationaux ont participé à des procès scrupuleux, sont tenus de faire que les procès soient scrupuleusement équitables et les juges comme vous doivent vouloir les rappeler à l'ordre le cas échéant lorsqu'ils échouent dans cette mission. Le 31 juillet 2008, le président Karadzic a comparu pour la première fois dans la présente salle d'audience. Aujourd'hui, 10 ans plus tard environ, il est surprenant de le voir empli d'espoir, encore davantage que le jour où il s'est présenté pour la première fois, l'espoir d'obtenir justice. Depuis 10 ans, le président Karadzic s'est engagé à fond dans le processus juridique en cours ici à La Haye. Il a respecté les règlements, manifesté du respect pour les juges et en dépit d'un certain nombre de décisions qui lui ont été contraires pendant le procès, il en est venu à considérer les juges et même les membres du bureau du procureur comme des personnes de bonne volonté. C'est la raison pour laquelle il a été si choqué et déçu par les violations de ses droits de la part de l'accusation et par le fait que la Chambre de première instance non seulement les a laissés s'en tirer, mais a fourni par déduction dans son jugement des éléments que l'accusation n'avait pas réussi à prouver en présentant des éléments de preuve. Il faut rendre hommage au caractère de Radovan Karadzic lorsqu'on le voit debout devant vous aujourd'hui, encore une fois, plein de respect et d'espoir. Son optimisme sans fin, son amour de sa population, son pouvoir intellectuel et sa curiosité, son énergie extraordinaire et sa capacité de travail, et même son grand sens de l'humour, lui ont permis de continuer à lutter pour la justice à grande vitesse depuis 10 ans, en dépit du fait qu'il était détenu dans le centre de détention, dans le quartier pénitentiaire, correction de l'interprète, des Nations Unies. Et cela fait donc... Dans les 3 heures qui viennent, moi-même et mon co-conseil Kate Gibson, ainsi que le président Karadzic, vont plaider passionnément pour un renversement des déclarations de culpabilité erronées qui concernent M. Karadzic. Kate Gibson vous parlera pendant le reste de la première séance et vous montrera que le procès ne s'est pas déroulé correctement puisqu'il est devenu peu à peu un méga procès échappant à tout contrôle, basé sur une présomption de culpabilité reposant sur des faits jugés qui n'ont pas été vérifiés et des déclarations écrites, que ce procès a entraîné des violations de communication massive de la part de l'accusation concernant les pièces et qu'il s'est conclu par une violation du droit du président Karadzic à témoigner dans son propre intérêt. Au cours de la prochaine séance, je reviendrai et prendrai 20 minutes pour démontrer pas à pas que la Chambre de première instance a conclu
que le président Karadzic avait participé à un objectif commun consistant à exécuter les prisonniers de Srebrenica, mais que cette conclusion n'était pas sûre, passage et encore plus important, contraire à la vérité. Enfin, le président Karadzic lui-même détruira les fondations factuelles présentes dans le jugement de première instance, selon lesquelles il est prétendu qu'il y aurait eu une entreprise criminelle conjointe englobant toutes les autres et destinée à créer un État serbe en Bosnie, et que le président Karadzic a favorisé et approuvé le pilonnage et les tirs isolés contre des civils de Sarajevo. Nous aurons le temps de traiter de nos 50 moyens d'appel, mais nous n'aurons pas le temps de traiter en détail de nos 50 moyens d'appel, mais nous demeurons prêts pendant l'audience pour répondre à toute question que vous pourriez avoir à poser à leur sujet. Ce que nous vous demandons en l'espèce ne sera peut-être pas très populaire à court terme, mais cela permettra de faire avancer la cause de la justice longtemps après que nous ne serons plus là. C'est notre privilège de représenter ces éléments pendant la présente audience et de contribuer à l'avancée de la justice pénale internationale. Je vous remercie. Le président, Madame Gibson, merci Monsieur le Président. Le président Karadzic a soulevé 26 moyens d'appel qui contestent l'équité de la procédure engagée à son encontre et comme vous le savez, les le recours qui est demandé consiste à ce que la Chambre d'appel ordonne la tenue d'un nouveau procès. Je vais vous parler ce matin de ce que nous considérons être les exemples les plus importants de ce qui s'est mal passé au cours de la première instance et du moment et des raisons pour lesquelles et le pourquoi est particulièrement important en l'espèce, donc des moments et des raisons pour lesquelles cela s'est produit. Car il existe un schéma, un thème en tout cas, que l'on retrouve dans toutes les violations de procès équitable qui sont évoquées en appel. Il y a une raison pour laquelle la Chambre de première instance a pris ses courts-circuits et rendu ses décisions en commettant ses erreurs et en réduisant en permanence les nombreux éléments qui avaient déjà été offerts à d'autres accusés du TPY. Cette raison est toujours la même et c'est celle qui a conduit à ces erreurs sur la base de requêtes présentées par le bureau du procureur. Pour prendre un exemple, il y a eu une erreur en l'espèce qui vraiment est plus remarquable que les autres. Elle est si fondamentale, si manifeste, qu'elle pourrait à elle seule garantir l'obtention d'un nouveau procès. Et il s'agit sans aucune discussion possible d'une erreur qui a commencé et terminé, et s'est terminée avec les actes de l'accusation. Le président Karadzic a été appelé, en l'espèce, à choisir entre sa position et celle d'autrui concernant la façon dont il pourrait être représenté. Et sa décision, son souhait, n'a pas été respecté, car à la première conférence de mise en état dans l'affaire Milosevic, le juge May avait déclaré que l'accusé avait droit à un conseil, mais qu'il avait également le droit de ne pas disposer d'un conseil. Ça, c'est la bonne solution. En fait, les rédacteurs du statut ont placé ce droit à l'autoreprésentation dans l'article 21 du statut, qui est donc parmi les droits fondamentaux de l'accusé, à égalité avec le droit, avec d'autres droits fondamentaux, et celui en particulier d'être informé du contenu de l'acte d'accusation, des charges retenues. La Chambre d'appel a déclaré que l'autoreprésentation était un élément central de la justice. Il est peut-être impopulaire de dire qu'un accusé a le droit de témoigner pour sa propre défense, et l'accusation dans l'affaire Blagojevich a argué du fait que le droit de comparaître en tant que témoin du côté de la défense était sans aucun doute un élément fondamental du procès équitable, car le témoignage d'un accusé est une analyse globale des éléments de preuve de l'espèce. Donc il est très surprenant que la présente Chambre de première instance
ait placé l'accusé en mesure de choisir entre deux droits, celui de s'auto-représenter ou de ne pas témoigner dans les conditions où cela s'est fait. Comment est-ce que cela s'est fait en l'espèce dans l'histoire la plus récente du TPY? Cela s'est fait car le bureau du procureur a déclaré à la Chambre de première instance que celle-ci devait agir comme l'accusation allait le lui dire. Le président Karadzic a déclaré « Je veux témoigner de façon narrative », après quoi l'accusation a déposé 6 pages d'arguments pour ne pas l'y autoriser. Il lui a été dit qu'il serait impossible d'interrompre pour poser des questions pendant son témoignage, que cela ne serait pas structuré et qu'il valait mieux qu'il ait un conseil pour que son témoignage se limite à l'application du droit fondamental de l'accusé, tout en ne s'écartant pas des éléments les plus nécessaires. Dans une courte décision orale un peu plus tard, la Chambre de première instance a adopté les arguments de l'accusation en disant oui, vous avez raison, nous devons poser des questions, obtenir des réponses, ce sera plus efficace, cela signifie que nous pourrons contrôler la procédure et un conseil est imposé à Karadzic dans le but de l'auditionner. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le 20 février 2014, à partir de la page 24 743 du compte-rendu d'audience, le conseiller juridique de M. Karadzic commence à travailler. Il se consulte avec M. Karadzic pendant sa déposition. Il décide des sujets à aborder, du fait de savoir si le président Karadzic est en droit ou n'est pas en droit de poser certaines questions. Vous voyez à la lecture du compte-rendu toute la discussion, vous voyez ce qu'a dit le président Karadzic, je ne vais pas témoigner à sa place, et il déclare, j'ai décidé de ne pas témoigner. Le président Karadzic s'auto-représentait à partir du choix qui a été fait de ne pas témoigner ou de témoigner. Le placer dans cette situation, le coincer comme cela a été fait, était une erreur à notre sens. Le procès, à partir de ce moment-là, n'était plus équitable. Réfléchissons d'une façon un peu différente. Qu'est-ce qui se serait passé si le président Karadzic avait été représenté par un conseil et que la Chambre de première instance avait dit pour votre témoignage, nous pensons qu'il serait plus facile et plus efficace pour le contrôler que vous témoignez de façon narrative. Donc, nous vous privons de votre droit à un conseil. Vous devez témoigner en vous auto-représentant. Ce qui s'est passé est aussi grave que ce que je viens d'évoquer. C'est une erreur fondamentale. Dans l'affaire Blagojevich, l'accusation a argumenté vivement en faveur du droit de l'accusé à s'auto-représenter en disant qu'il était utile pour la défense en l'espèce que cela se passe ainsi. Et Blagojevich a tenu à témoigner, mais il ne voulait pas être interrogé par un conseil. La Chambre de première instance a déclaré non, vous devez témoigner avec votre conseil qui vous posera des questions ou pas du tout. Et M. Blagojevich n'a pas témoigné. En appel, il a argué du fait que son droit à témoigner avait été violé, son droit à témoigner pour sa défense, et la Chambre d'appel a déclaré non, la raison pour laquelle vous n'avez pas témoigné, c'est parce que vous avez refusé de communiquer avec votre conseil engagé par vous. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de notre vision de la situation, c'est ce qu'a dit un juge de la Chambre de première instance en déclarant qu'il était erroné d'empêcher l'accusé de témoigner sous forme narrative, que c'était une violation de son droit à un procès équitable, qu'il fallait lui donner l'occasion d'être entendu et que c'était une façon de l'emprisonner dans ses privilèges en appelant ça une situation constitutionnelle. Mais contrairement à Blagojevich, le président Karadzic a affirmé son droit à l'autoreprésentation, ce qui ne revient pas, comme l'ont fait d'autres, à dire je n'apprécie pas mon conseil. Il s'agissait d'un accusé qui disait je veux m'auto-représenter. Ce droit ne peut pas m'être enlevé simplement parce que pour des raisons de facilité ou de convenance de la Chambre. L'accusation a répondu que c'était une limitation formelle du droit de l'accusé à s'auto-représenter, mais la Chambre d'appel a été claire en déclarant une nouvelle fois de quelle façon les choses devaient se passer.
il est d'abord exigé, pour qu'un procès soit équitable, qu'un équilibre existe entre les contraintes imposées à l'accusé et l'objectif en jeu. Il est exigé de tenir compte de la proportionnalité et de veiller à ce que toute contrainte n'aille pas plus loin que nécessaire pour aboutir à l'objectif. Dans l'affaire Milošević, par exemple, le Conseil a également été imposé après des obstructions importantes et persistantes à la procédure et après que la Chambre de première instance ait conclu que le procès ne pourrait pas se conclure s'il n'y avait pas imposition de Conseil. Même chose que ce qui s'est passé en l'espèce. La Chambre n'a soupesé aucun argument, elle n'a rien calibré et ce n'était certainement pas une erreur sans conséquence car elle a signifié que la Chambre de première instance n'a pas entendu l'accusé. En l'espèce, le président Karadzic savait qu'il allait être déclaré coupable par la Chambre sans que celle-ci l'ait entendu et ait entendu son point de vue. L'accusation passe ensuite à sa ligne d'attaque ultime en déclarant que le président Karadzic a décidé de ne pas témoigner et que cela n'avait rien à voir avec le fait qu'un conseil lui a été imposé. Il a décidé de ne pas témoigner pour des raisons sans rapport avec cela. Mais quelles sont ces raisons? Est-ce que l'accusation sait quoi que ce soit au sujet de ces raisons? Est-ce que la Chambre sait pour quelles raisons le président Karadzic a pris cette décision de ne pas témoigner? Et lorsqu'on se penche sur le contexte, je ne vais pas le faire, je ne vais pas témoigner. Il est tout à fait clair, en tout cas, qu'il existe un lien entre l'imposition d'un conseil et la décision de M. Karadzic. Les arguments de l'accusation ne tiennent pas. C'est une erreur significative qui a été commise et que la Chambre a été conduite à commettre en conséquence. Le genre d'erreurs qui peuvent aboutir à l'organisation de nouveaux procès. Nous nous centrons sur cette erreur mais nous ne devons pas, ce faisant, donner l'impression que c'est la seule fois où le président Karadzic a vu un des droits qui sont les siens, en particulier celui d'autoreprésentation, violé. Les visites sur site en sont un autre exemple. Visites sur site destinées en principe à ne pas recueillir d'éléments de preuve. La Chambre de première instance a recueilli des déclaration des deux parties, mais encore une fois, l'accusation a conduit la Chambre de première instance à l'erreur, car une fois sur le terrain à Sarajevo, l'accusation s'est mise à entendre des arguments, à donner des éléments à entendre des personnes qui donnaient des éléments de preuve concernant des sites et tout ce qui s'était produit pendant la guerre. Ensuite, Srebrenica, l'accusation dans chacun des lieux où elle s'est rendue a présenté des arguments par rapport à ce qui s'était passé dans les lieux en question et qualifié les éléments de preuve en discutant des pièces qui sont actuellement soumises à la Chambre d'appel. Le conseil juridique du président Karadzic était présent, il a vu ce qui se passait, il aurait pu s'élever contre cela, mais il n'a pas pu le faire car la visite sur site s'est tenue en l'absence du personnage principal, M. Karadzic. La Chambre de première instance a violé les droits de l'accusé et son droit à témoigner en particulier, ce qui ne garantissait plus un procès équitable et pourrait conduire à un nouveau procès. Mais bien entendu, il y a eu d'autres problèmes en l'espèce qui n'avaient rien à voir avec le fait que le président se représentait lui-même. Ces problèmes ont à voir avec le périmètre de l'affaire. L'affaire était ingérable, ce procès était ingérable, tout comme la violation des droits de l'accusé à s'autoreprésenter. Le problème a été causé par l'accusation. Au lieu de présenter un dossier stratégiquement limité que les parties et la Chambre pouvaient gérer, l'accusation a choisi de mettre le président Karadzic en accusation pour des centaines d'événements différents, s'étendant sur une période de 5 ans et dispersés géographiquement un peu partout en Bosnie. C'était un choix surprenant car les signes d'alerte étaient déjà présents. Le président Karadzic a été arrêté en juillet 2008. À ce moment-là, le procès Milošević avait eu lieu et nous avions des juges au TPY et des responsables juridiques qui n'hésitaient pas à dire que le méga procès contre Milošević avait été une erreur. Cela avait été une erreur de joindre les 3 actes d'accusation concernant la Bosnie, la Croatie et le Kosovo. Toutes ces personnalités invitaient instamment l'accusation à se montrer
raisonnable, à établir une stratégie plus limitée, à reconnaître que ces méga-procès étaient contre-productifs. Mais ce conseil a été ignoré et en septembre 2008, l'accusation a présenté à la Chambre de première instance un nouvel acte d'accusation qui rejoignait 4 événements majeurs commis pendant toute la durée de la guerre. Le président Karadzic a déclaré à la Chambre de première instance n'agissez pas de la sorte, n'approuvez pas cet acte d'accusation sous sa forme actuelle. Cela conduira à l'affaire la plus complexe et la plus vaste de l'histoire. Cela prendra des années et des années. Et je voudrais pouvoir assurer une défense correcte au sujet des faits. Je ne peux pas le faire sur la base d'un acte d'accusation de cette ampleur. Il a invité instamment la Chambre de première instance à ne traiter que 4 composantes de l'espèce et a réservé son jugement au sujet des 3 autres. La Chambre de première instance a refusé d'agir ainsi. Elle a largement ouvert les portes à ce qui devait être un déluge absolu de documents qui ont été générés pendant plus de 20 ans devant le TPY avec des millions et des millions de pages de documents qui pouvaient d'une façon ou d'une autre être rapprochés des éléments de l'espèce. L'accusation en appel critique les appelants pour l'utilisation de numéros et de chiffres et déclare que dans nos mémoires, nous ne faisons que refaire des statistiques vides de sens, mais en fait, les numéros sont très attrayants pour nous, car ils sont ce qu'ils sont. Ils ont un sens à eux seuls et dépeignent immédiatement l'importance du problème dont nous sommes en train de parler. Donc, soumettre des statistiques au juge de la Chambre avant le procès, je vais soumettre quelques chiffres au juge de la Chambre. Pas avant le procès. L'accusation a communiqué plus de 1,2 million de pages de documents, après quoi la Chambre de première instance a commencé son travail. L'accusation a communiqué plus de 550 000 pages de documents en vertu de l'article 68 du règlement. L'accusation a communiqué 388 déclarations de témoins après le délai de communication des déclarations de témoins. L'accusation a été mise en face de 82 violation de ses obligations de communication par la Chambre. La Chambre de première instance a dressé le constat judiciaire de 2379 faits déjà jugés dans d'autres affaires. Ces chiffres sont incroyables. Comment est-ce que quelqu'un peut commencer à lire et à digérer, à analyser 1,2 million de pages d'éléments de preuve? Nous, on nous donne des centaines de pages et c'est déjà beaucoup. Il n'est pas surprenant que l'accusation ait totalement perdu le contrôle sur ses actions de communication. Et il n'existe pas de gestionnaire de dossiers sur Terre qui pourrait gérer un tel volume de documents en communiquant à temps les documents nécessaires à communiquer. Les violations des obligations de communication par l'accusation ont eu lieu avec dépassement de délai succédant à d'anciens dépassements de délai. Les témoins de l'accusation ont passé des mois ou des années à attendre que leur déclaration préalable soit enregistrée et donnée au président Karadzic, et la Chambre de première instance a déclaré à l'accusation « c'est votre faute ». Le périmètre de l'affaire est le résultat de votre action. Ce qui est partiellement vrai, mais partiellement seulement, car si l'on regarde en détail le moyen numéro 6 de notre appel, la Chambre de première instance a eu la possibilité de contraindre l'accusation à faire de ce procès un procès réalisable. En octobre 2009, la Chambre de première instance a déclaré être gravement préoccupée par le périmètre de la présentation des moyens de l'accusation et son rapport avec l'équité du procès. Elle a demandé à l'accusation de définir un certain nombre de charges ou de sites ou d'incidents qui pouvaient raisonnablement être abandonnés et a dit avoir été déçue lorsque l'accusation n'en a abandonné qu'un nombre très limité, mais elle n'a toujours pas décidé de contraindre l'accusation à mieux travailler en réduisant le périmètre de la présentation de ses moyens. Car en fait, les violations de communication ne sont que le sommet de l'iceberg. La Chambre de première instance a travaillé très vite pendant un certain nombre d'années. Elle a
dressé des constats judiciaires d'un nombre très important de faits déjà jugés et admis sans contestation sur la base de déclarations de témoins qui ont déplacé le fardeau de la preuve de l'accusation à la défense en réalité. Sans avoir entendu un seul témoin, le président Karadzic s'est trouvé face à une montagne de faits déjà jugés et d'éléments de preuve, une montagne si haute et il lui fallait sauter du haut de cette montagne que de façon cumulative, toutes ces violations signifiaient la suppression de l'équité du procès, car l'équité d'un procès repose sur un équilibre délicat. Il faut que cet équilibre soit établi assez rapidement pendant le procès. En l'espèce, et le président Karadzic présente maintenant ses arguments devant la chambre d'appel à ce sujet, en l'espèce, le seul remède possible, c'est de corriger ses erreurs face à cet acte d'accusation inimaginable. À commencer par le moyen d'appel numéro 6 et les violations des obligations de communication en l'espèce. Nous allons commencer par Vitomir Zepinic, qui était ministre adjoint de l'Intérieur entre 1991 et 1992. Il était sur la liste des témoins de l'accusation en l'espèce. En vertu de l'article 66A de i, l'accusation était censée communiquer ses déclarations préalables avant la date du 9 mai 2009. L'accusation n'a pas fait appel au témoin Zepinic. Au lieu, place de cela, il a été cité par la défense et a témoigné au mois de février 2013. En décembre 2013, l'accusation a communiqué les notes de l'entretien entre M. Zepinic et l'enquêteur en chef du procureur qui s'est déroulé en septembre 1996. Au cours de cet entretien, M. Zepinic a dit au gouvernement, au service de renseignement du gouvernement bosniaque, a dit que les services de renseignement du gouvernement bosniaque avaient pilonné leurs propres civils lors de l'explosion qui s'est déroulée à la place du marché de Sarajevo parce qu'ils avaient besoin de provoquer la haine. Monsieur Zepinic se trouvait au département de la police le matin de l'explosion. On lui a montré des éléments du renseignement. C'est un inspecteur qui lui a montré l'engin explosif qui avait été placé à l'intérieur de la boulangerie par un membre du STS qui n'a pas été cité. Et on lui a dit que les caméras de télévision étaient sur le qui-vive pour enregistrer l'explosion et la filmer. Lors de cet entretien, qui a été communiqué 6 ans après le délai, étayé par la théorie de la défense en vertu desquelles le pilonnage du gouvernement de Bosnie sur son propre peuple pour provoquer avait été organisé pour provoquer une intervention de la communauté internationale. Le président Karadzic n'a pas essayé de recueillir une quelconque évidence à cet effet lorsque Zepinic a témoigné parce que on ne lui a pas remis l'entretien. Il ne savait pas que ce témoin-ci avait ce type de connaissances. Le président Karadzic a cité à la barre 225 témoins. M. Zepinic était un des témoins retenus par la Chambre de première instance et considéré comme crédible. Il s'agit d'une violation de l'obligation de communication. Ceci est sans équivoque. Il y en a eu 79 autres énumérés à l'annexe D de notre mémoire en appel. 79 fois l'accusation a complètement perdu le contrôle de sa obligation de communication, ce qui signifie que le président Karadzic n'a pas eu la possibilité de confronter les témoins avec des documents pertinents ou n'a pas pu non plus obtenir des éléments de preuve pertinents. Ce qui est important à ce sujet, ce n'est pas ce qui s'est passé, ou le fait que ce qui s'est passé à une échelle sans précédent. Ce qui est important, c'est comment la Chambre de première instance et ensuite l'accusation a répondu à ces erreurs manifestes, flagrantes et continues. Pour sa part, la Chambre de première instance savait quelle était l'étendue du problème. En février 2011, elle a indiqué qu'elle était très inquiète au sujet d'un volume important de documents exculpatoires qui devaient être communiqués et l'incidence que ceci aurait sur les préparatifs de l'accusé. Le fait de reconnaître le problème est une chose. La première chose, c'est qu'il y a eu un manque de communication entre la Chambre de première instance. Il y a eu un manque d'adhésion entre les inquiétudes de la Chambre de première instance et sa manière d'agir. Il y a de nombreux recours utiles auxquels on peut faire appel et auxquels peut faire appel la Chambre de première instance dans une situation comme celle-ci. Le président Karadzic a demandé à ce que
ces recours soient appliqués. L'exclusion des éléments de preuve, le fait de pouvoir rappeler des témoins, permettre à la défense d'accéder à la base de l'accusation ou obtenir une audience consacrée aux éléments de preuve, permettant de sanctionner l'accusation ou d'ordonner une diminution du champ de la thèse de l'accusation ou de la taille de sa thèse. Rien de toutes ces mesures n'ont été mises en place. En lieu et place de cela, la Chambre de première instance a fait droit au recours suivant, comme le fait d'imposer de nouveaux délais, d'ordonner à l'accusation de s'expliquer lorsque les choses allaient vraiment mal, ou d'ordonner à l'accusation de fournir des rapports mensuels. Ces recours n'ont eu aucune incidence sur la thèse de l'accusation, aucune incidence sur la présentation de ses moyens de preuve, aucune incidence personnelle. Ceci n'a en rien affecté les procureurs. En effet, cela a créé une culture d'impunité. L'accusation a commencé à se rendre compte que rien n'allait se passer. L'accusation a dit que il n'y a rien d'incohérent dans la déclaration si nous la regardons la première fois. Et même s'il y a une déclaration incohérente, une déclaration préalable que nous n'avons pas vue à l'époque, rien ne va se passer, rien. Au pire, peut-être qu'on va nous demander de l'expliquer, c'est tout. Si nous faisons une analyse des coûts et des bénéfices de ce qui s'est passé, pourquoi l'accusation, qui a un nombre important, qui dispose de ressources importantes pour communiquer ses pièces, aurait dû réduire le champ de ces accusations, et rien n'a été lancé dans ce sens. Et il n'y a pas de conséquences si rien n'est fait. Les violations de communication, d'obligations de communication sont devenues apparentes, et l'accusation a finalement révélé en octobre 2010 que oui, effectivement, nous avons certifié qu'il y avait des documents prêts à être utilisés lors du procès il y a un an. Mais nous n'avons pas estimé que la communication des documents relevant de l'article 68 faisait l'objet de cela. Et en réalité, nous n'avons fait des recherches qu'au sujet des éléments permettant d'expulquer l'accusé. Ce qui ressemble à une déposition de témoin. Et ceci n'aurait jamais dû se produire. L'accusation aurait dû communiquer tous les éléments et tous les documents à partir du moment où le président Karadzic a été transféré ou placé sous la garde du TPY en juillet 2008. Il y a toujours une certaine réticence de la part de l'institution, du tribunal, lorsqu'il s'agit de permettre au procureur d'aller travailler avec des conseils de la défense et vice-versa. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il s'est passé au niveau des tribunaux, c'est que les avocats de la défense n'ont pas pu comprendre comment il fallait gérer la communication de millions de documents. Les avocats de l'accusation n'ont aucune idée de la manière dont nous devons travailler et de l'impossibilité pour l'équipe de la défense qui ne dispose que de 4 ou de 3 ou de 2 avocats pour essayer de garder la tête au-dessus de l'eau, de se conformer à ses obligations envers son client et envers la Chambre de première instance lorsque des documents très volumineux sont simplement déposés sous la forme de dizaines de milliers de documents au milieu du procès. C'est impossible, en fait, de mettre en place une stratégie de défense avant le début du procès lorsqu'on ne sait pas quels seront les éléments de preuve présentés par la communication. Les éléments de preuve à décharge également. Avec un accusé qui assure sa propre défense, le problème est encore pire. Et maintenant, nous sommes dans la position suivante où l'accusation et le TPY sont en train de présenter leurs arguments en appel et en train de dire qu'il n'y a pas de préjudice en l'espèce puisque 550 000 pages complémentaires ont été communiquées lors du procès et qui n'avaient aucune signification, aucun impact et aucune incidence sur la défense de Karadzic et étaient constitués surtout des doublons par rapport à des documents déjà en leur possession. Et cependant, ils devaient encore les lire. Les documents n'ont pas été communiqués. Une lettre de garde indiquait simplement ne vous préoccupez pas de ces documents, ce sont des doublons, ils ne sont pas pertinents. L'accusation aurait dû comprendre que le teneur de ces documents
devait constituer un recours lorsqu'il y a des violations de ce type et à cette échelle-là. Mais l'accusation est capable de présenter des arguments absolument scandaleux parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas de conséquences. Lorsqu'il s'agit de communication, l'accusation ne peut rien faire de préjudiciable. Ce procès n'est pas gérable. La Chambre de première instance a autorisé l'accusation à procéder et à travailler avec un acte d'accusation qui n'était pas gérable et ensuite de créer une culture d'impunité qui signifiait que l'accusation n'a jamais consacré les ressources nécessaires dont elle avait besoin pour s'assurer qu'elle pouvait se conformer à ses obligations de communication. Ceci était un ensemble d'éléments fatal et a conduit à un procès injuste et inéquitable. L'impunité ne cessera que lorsqu'un recours sera imposé qui aura une incidence sur l'accusation. Un recours comme un nouveau procès. La Chambre de première instance a commis une erreur en dressant le constat judiciaire des faits jugés. Nous allons passer au moyen d'appel numéro 7 qui porte sur la Chambre d'appel qui a dressé le constat judiciaire de 2379 faits jugés en l'espèce. Encore une fois, il s'agit d'une conséquence directe de l'insistance de l'accusation. Elle avait besoin d'un fondement au niveau des éléments de preuve qu'elle présentait, de milliers de faits émanant d'autres procès pour présenter ses moyens. Lorsque on travaille au sein du TPY et du TPIR pendant un certain temps, il est aisé d'oublier l'article 94B. Parce que cet article n'existe nulle part ailleurs. Comme l'a indiqué le juge Kwon, la création d'une nouvelle procédure pénale internationale qui n'existe ni en common law, ni dans les systèmes romano-germaniques. Et toutes les personnes qui ont rédigé cet article ou qui appliquent cet article ont toujours admis que son objectif premier était l'efficacité. Ceci n'a rien à voir avec le fait de rendre les procès équitables. Ceci n'a rien à voir avec la présentation des moyens équitables. La Chambre d'appel du TPIR, dans Karemara, a indiqué à l'article 94B qu'elle avait l'intention de parvenir à une économie judiciaire. Que se passe-t-il dans ce cas véritablement? Que se passe-t-il lorsqu'un tribunal dresse le constat judiciaire d'un fait qui émane d'une autre affaire? La Chambre de première instance, par exemple, dresse le constat judiciaire d'un fait que 120 civils non serbes ont été tués par les forces serbes le 5 août 1992 à Hrastova Glavica. Quelle est l'incidence de ceci sur les parties? Mettant de côté le libellé utilisé au sujet de la charge qui revient à l'accusation de fournir les documents et de convaincre la Chambre de l'équité et que l'équité doit l'emporter sur un procès rapide. Que se passe-t-il? L'accusation est déchargée de la charge de la preuve et ne doit plus prouver l'actus reus pour les crimes commis dans un événement particulier. La défense a l'obligation de recueillir des éléments de preuve pour réfuter ce fait. Et donc, la charge de la preuve se déplace. Cela est évident. À moins que la défense se lève et sorte et enquête et recueille des éléments de preuve et apporte d'autres éléments de preuve pour contredire le fait que 120 non-serbes ont été tués à Hrastova Glavica, il pourra présenter un fait en l'espèce. Et il revient maintenant à la défense d'apporter la preuve. La vraie difficulté qui se pose, c'est que la Chambre de première instance a conclu à l'origine qu'il y a eu 120 décès et qu'aucun élément n'a pu réfuter cela. Ceci est très dangereux. La Chambre d'appel était consciente de ce risque lorsqu'elle a limité les faits jugés et les constats judiciaires de faits jugés qui devaient être liés aux actes et comportements de l'accusé. La Chambre d'appel a indiqué qu'on ne peut pas dresser un constat judiciaire de fait qui porte sur les actes et le comportement de l'accusé parce que les accusés, dans d'autres cas, lorsque les faits émanent de ces procès-là ou de ces autres cas, ont moins
de mobile pour contester ces faits et pourront même autoriser pourront faire porter la responsabilité à une autre personne. Et bien sûr, cela est juste. Nous sommes ici dans le prétoire et je me concentre sur une conclusion et le fait de présenter des éléments de preuve importants pour décharger quelqu'un qui est jugé dans un autre procès un peu plus loin. Mais en réalité, cette préoccupation de la Chambre d'appel s'applique à tous les faits. En particulier, si une autorité civile est jugée par un tribunal, et que ma stratégie consiste à faire porter la responsabilité aux militaires, je ne vais pas remettre en cause la participation des militaires à ces crimes. Je vais sans doute faire le contraire. Et ce qui s'est passé au niveau du président Karadzic, c'est que la Chambre de première instance a dressé le constat judiciaire de 900 faits émanant des affaires de Berjanin et Karachnik, et dans d'autres affaires, les équipes de la défense se concentraient sur les arguments indiquant que les militaires, plutôt que les autorités civiles, avaient commis des crimes. Il s'agit donc d'une montagne de 900 faits, ce qui correspond à la définition même des éléments de preuve présentés par une seule partie. En réalité, le président Karadzic s'est trouvé dans une situation fort désagréable en raison de sa position unique, puisque il lui était reproché sa responsabilité non seulement dans un cadre militaire, mais au niveau d'organes civils, parce que la Chambre de première instance a accepté des centaines de faits jugés émanant d'autres procès où des militaires comme le général Galitch, dont la stratégie de défense consistait à faire porter la responsabilité aux autorités civiles. Et donc, le procès du président Karadzic a été inondé de faits qui n'ont pas forcément été remis en cause par les équipes de la défense dans les autres procès à l'origine, et ne l'auraient sans doute pas été. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. C'est la raison, entre autres, pour laquelle le président Karadzic a utilisé dans son appel, il a voulu poser un défi à la procédure en faisant le constat judiciaire de faits jugés. Ceci n'arrive nulle part ailleurs. Et c'est une pratique qui est inhabituelle et dangereuse. Et bien sûr, l'argument contraire consiste à dire que l'accusation a toujours le droit d'apporter des éléments contraires, de réouvrir le débat portant sur un fait donné. Mais la situation est la suivante. Ce n'est pas comme si tous ces faits, une fois qu'on en a dressé le constat judiciaire, sont définitifs. Si l'accusé souhaite les remettre en cause, il le peut. Effectivement, il peut. Il y a 10 faits jugés, 20 faits jugés, au même 162 dans l'affaire Dragomir Milosevic. Il y a 2379 faits jugés. Personne dans ce prétoire ne pourrait raisonnablement faire valoir qu'un accusé peut les remettre en cause. Alors, pensez maintenant aux 2379 faits jugés. Vous êtes un enquêteur de la défense, par exemple, sur le terrain. Vous avez besoin de recueillir des éléments de preuve pour réfuter le fait que 120 non-serbes ont été tués à Rasova Glavica. Et lorsque vous avez découvert cela et que vous pouvez le biffer sur votre liste, il vous reste 2378 faits jugés. Et là, nous ne parlons que des faits jugés. Il n'y a même pas d'éléments de preuve. Nous ne parlons même pas des éléments de preuve présentés par la défense. Et peut-être que certains éléments portent sur des faits qui ne sont pas primordiaux. Certains, vous pourrez peut-être contredire, mais l'accusé va encore devoir suivre cette procédure et en vérifier la véracité. Le volume était impressionnant, un fait après l'autre et un fait après l'autre. Il y en avait 900, 200 ici, 400 ici, en 2009 et en 2010. Les faits ne cessaient de s'amonceler. Le président Karadzic n'a jamais eu l'espoir, en fait, de les aborder tous. Il a commencé à se trouver à la traîne. L'accusation avait trop d'avance et donc c'était couru d'avance. Et non seulement il y a le problème de la non-équité du procès, la Chambre de première instance, dans son jugement, a fait ce qu'une autre chambre avait fait auparavant. Si la défense avait réussi à présenter des éléments de preuve et de réfuter un fait jugé, dans le jugement, la Chambre de première instance a soupesé les faits jugés et l'a comparé aux éléments de preuve présentés par la défense.
Et à chaque occasion, quasiment, nous pensons que le fait jugé est davantage crédible que les éléments de preuve présentés par la défense. Mais là, je saute un pas. Nous pouvons supposer un fait si nous le comparons aux éléments de preuve présentés. Un élément de preuve présenté. Une fois que les éléments présentés par la défense a été admis, ce fait est à nouveau plaidé. Il y a un débat sur les éléments de preuve présentés. Et à l'étape suivante, l'accusation essaye d'apporter des éléments de preuve pour étayer le fait. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que dit la jurisprudence du tribunal. Et ensuite, la Chambre de première instance a appliqué de façon erronée l'article 94b dans son jugement et n'a fait que exacerber cette erreur. Toute personne qui essaye d'arguer du fait que la procédure, comme l'article 94 B a été rédigé dans les intérêts de l'accusé parce que cela signifie que les procès seront plus rapides, et quelqu'un qui est mal informé parce que les intérêts de l'accusé, si l'on doit présenter un acte d'accusation qui est gérable, soit, mais celui-ci n'est pas gérable. Il s'agit de verser au dossier 2000 faits d'autres affaires pour constituer le fondement du dossier. Cela signifie que l'accusation n'aura pas le type d'avance dont elle dispose dans cette affaire. Je vais maintenant aborder le moyen d'appel numéro 16. Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez tous ces faits jugés et que vous avez 148 déclarations de témoins qui ont été versées dans l'article de 92 bis? 148 témoins de l'accusation n'ont pas été contre-interrogés en l'espèce. Leurs éléments de preuve ont été versés au dossier mais n'ont pas été vérifiés et on a estimé qu'ils étaient exacts. Ce qui m'amène au moyen d'appel numéro 16 du président Karadzic en appel et le fait que la charge de la preuve a été déplacée. Aucun autre accusé au TPY ou d'un autre tribunal n'a été requis de réfuter autant de faits censés être vrais. Dans un procès What if the trial chamber had admitted 10,000? Dans un procès contradictoire, l'accusation et la défense commencent avec un dossier vierge, l'un et l'autre. La première pièce à conviction, c'est la pièce numéro 1. L'accusation porte la charge de la preuve et doit présenter des éléments de preuve pour prouver sa thèse. En l'espèce, l'accusation est partie d'une position où des millions de faits, des centaines de pages de déclarations de témoins qui accusait l'accusé et se trouvait déjà au dossier. On a supposé que ceci était exact. Les faits portant sur les forces serbes qui ont déplacé les non-serbes, qui ont attaqué les zones où se trouvaient les musulmans, qui ont passé à tabac les civils, qui ont exécuté des détenus, l'accusation n'avait pas besoin de prouver ces faits-là. Et lors d'un des derniers appels devant cette institution, on a parlé de l'égalité des armes. Mais il s'agit ici effectivement de la question de l'égalité des armes parce que le versement au dossier de ces milliers de faits et de pages émanant de déclarations ont provoqué deux choses. Premièrement, cela signifie que l'accusation n'avait plus l'obligation de porter la responsabilité de la charge de la preuve concernant ces faits. Et deuxièmement, la charge de la preuve a été déplacée. C'est la défense qui s'est trouvée dans la situation où elle devait augmenter ses ressources pour enquêter et réfuter ces faits. Dans l'intervalle, l'accusation avait suffisamment de temps et de ressources sur laquelle ce qui lui a permis de se consacrer au procès. Donc, une situation déséquilibrée, l'inégalité des armes qui ne faisait que grandir. C'est ça la réalité. L'accusation se concentre sur le fait qui a été mentionné dans les déclarations 92 bis. C'est qu'on a indiqué qu'il s'agissait de procédures bien établies et étaient conformes au droit d'un procès équitable. Même si cela est exact, il doit y avoir à un moment donné où la quantité d'éléments de preuve non vérifiés rend le procès non équitable. Il doit y avoir un moment où la charge de la preuve est tellement importante que cette procédure ne correspond plus et n'est plus conforme au droit
un procès équitable. Dans l'affaire Stanisic-Simatovitch, la Chambre de première instance a estimé qu'un nombre important de faits jugés rendrait le procès non gérable pour l'accusé. Et si vous vous demandez à quoi correspond un nombre important de faits, il en avait 392. C'est dans une affaire dans laquelle il y avait 2 accusés. Mais ce raisonnement a été admis et qu'il fallait fixer un seuil au-delà duquel les faits jugés rendraient un procès non gérable. Le président Meron, M. Gibson, pardonnez-moi, je vais vous poser une question. La Chambre de première instance se repose sur un nombre important de faits jugés pour prononcer des déclarations de culpabilité. Madame Gibson, oui, merci, Monsieur le Président Meron. Il s'agit en fait du deuxième partie de mon argument portant sur l'iniquité du procès. Lors de notre argument, au moyen 31, qui se trouve au compte-rendu, nous avons été submergés de déclarations de témoins qui n'ont pas été vérifiées, de faits jugés. Que nous avons retrouvés dans le jugement. Nous avons indiqué qu'il y avait 36 condamnations pour des faits répertoriés dans les annexes qui se reposent uniquement sur des éléments de preuve non vérifiés. Et nous avons présenté un argument au niveau du moyen d'appel 31 en appel que la Chambre d'appel devrait annuler ces 36 condamnations pour n'avoir pas ne s'être pas fondé sur des éléments de preuve corrects puisqu'ils n'ont pas été vérifiés, le président. Donc il s'agit d'un préjudice. C'est ce que vous alléguez, Madame Gibson. Le préjudice, en fait, prend 2 formes. La deuxième, c'est qu'il y a eu un préjudice global parce que le président Karadzic a dû dépenser des ressources plus importantes pour réfuter cette quantité très importante de documents dont je parle dans ce moyen d'appel. Le président, merci. Madame Gibson, merci, Monsieur le Président. Sans l'intervention en appel en l'espèce, il n'y avait pas de limite au versement au dossier d'éléments de preuve qui n'ont pas été vérifiés devant ce tribunal. Tout le monde... on considérait qu'il n'y avait pas de problème à cela. Ensuite, la défense a été mise sous pression par cette institution parce qu'il s'agissait d'accélérer le procès, parce que des mesures comme l'article 94 bis ont été mises en place et ceci permettait au procès de se dérouler plus rapidement. Mais maintenant, nous sommes allés plus loin. Et nous sommes passés en fait de cette situation où il fallait trouver un équilibre entre l'efficacité et l'équité. Et je crois qu'il faut vraiment revenir en arrière maintenant. Je vais rapidement parler d'un autre sujet concernant le général Mladic et l'erreur commise par la Chambre de première instance lorsqu'elle a refusé de le contraindre à témoigner dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Ceci fait l'objet du moyen d'appel numéro 20 en appel. Dans ce procès, jusqu'à la fin, le président Karadzic savait beaucoup d'éléments de cette affaire ont porté sur ce que le président Karadzic savait et à quelle date cela correspondait. Il a été condamné pour génocide sur l'information apparemment qu'il détenait au sujet de ces événements. Le général Mladic était le mieux placé pour savoir si le président Karadzic, par exemple, avait été tenu au courant des exécutions de Srebrenica. Et ensuite, la Chambre de première instance était d'accord pour dire qu'il fallait le soumettre à une citation à comparaître. Le général Mladic est venu dans le prétoire, il s'est assis à la place du témoin. Le président Karadzic lui a posé la première question. Le général Mladic a refusé de répondre et de témoigner en raison de son droit à ne pas s'incriminer lui-même. Et c'est tout. La Chambre de premier appel a la capacité de contraindre le général Mladic à répondre à la question et ne l'a pas fait. Et nous faisons valoir qu'il s'agit d'une erreur. La Chambre de première instance a eu tort d'attribuer plus de poids aux droits multiples du général en tant qu'accusé qu'au droit du président Karadzic de défendre sa cause, parce que l'article 92E existe justement dans des situations comme celle-là. Lorsqu'un témoin dit « je ne peux pas répondre parce que je risque de m'auto-incriminer », la Chambre de première instance peut enjoindre un témoin à répondre parce que l'article 90E précise qu'une réponse ne peut pas être utilisée contre le témoin. Et parce qu'en raison de l'existence de cet article, Mladic doit être protégé. La Chambre de première instance aurait dû le contraindre à répondre, ce qui aurait été préférable. Il s'agit
d'éléments de preuve qui allaient au cœur de la condamnation sur le volet des municipalités, sur le volet Sarajevo, sur le volet Srebrenica. L'accusation a dit que Mladic aurait dû être protégé par l'article 90E et que l'accusation a dit enjoindre Mladic à répondre et le contraindre aurait comporté des risques concrets à son droit de ne pas s'incriminer lui-même, nonobstant l'article 90E. Protéger le témoignage d'un témoin qui est également un accusé. La Chambre d'appel, en fait, s'est penchée sur la question dans le détail lorsqu'elle s'est penchée sur la déposition de Tolimir et a dit que l'article 90E fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle l'accusation avance là, parce que d'après l'accusation, elle ne pouvait pas garantir que l'équipe travaillant dans le procès Mladic aurait pu avoir accès à sa déposition. L'accusation précise qu'un observateur qui n'est pas un militaire, même s'il tente de l'être, même si nous créons des barrières entre Mladic, l'équipe lors du procès Mladic et l'équipe lors du procès Karadzic, on ne peut pas garantir que des informations ne vont pas filtrer ou être révélées indirectement. L'accusation fait valoir que l'article 90E aurait dû être appliqué. Sa position est la suivante. Ceci n'est pas bon pour l'accusé. Dans d'autres affaires, lorsque l'accusation tentait d'obtenir recueillir des éléments de preuve à son avantage, maintenant nous trouvons en face d'un accusé qui essaye de recueillir des éléments de preuve pour sa cause. La situation est tout à fait différente. Il est vrai que l'accusation ne peut pas simplement se confiner au contour de l'article 90E pour se réorganiser. Le droit de l'accusé dépend en fait du niveau d'intégration du bureau du procureur, parce le témoin en question était le général Mladic. Et donc l'accusation dit simplement qu'il s'agirait sans doute d'un témoignage qui servait ses propres intérêts et n'aurait pas pu être utile pour Karadzic. La chambre de première instance l'aurait jamais enjoint à comparaître. Et ceci n'aurait pas d'utilité pour l'accusé en question. Le président Karadzic souhaitait demander au général Mladic, est-ce que vous m'avez parlé des exécutions de Srebrenica? Est-ce que nous avons prévu, y a-t-il un plan pour terroriser la population civile de Sarajevo? Il s'agissait d'éléments cruciaux. C'est l'homme, en fait, qui disposait de l'information. Quelle que soit la réponse, quel que soit le poids accordé par la suite, le président Karadzic avait le droit d'obtenir cette information. La Chambre de première instance a manqué à son obligation et il s'agit d'une erreur. Et malheureusement, cette erreur a été de surcroît intégré ou incorporé au refus de la Chambre de première instance d'entendre des éléments de preuve du général Mladic et de son adjoint, le général Miletic, qui fait l'objet en fait du moyen d'appel 26 de notre appel. Comme le général Mladic, la Chambre de première instance a cité à comparaître le général Miletic. Ensuite, il est tombé malade, sa déposition a été annulée. Et donc, ainsi que la citation à comparaître. Mais il a pu se remettre, la défense, et au moment où il était remis, la défense avait terminé la présentation de ses moyens. L'équipe de la défense a demandé à la Chambre de première instance d'ouvrir la thèse de la défense pour 2 jours pour entendre sa déposition. L'accusation s'y est opposée et la Chambre de première instance était d'accord pour dire que ceci retarderait le procès. La Chambre de première instance a rendu son jugement 12 mois après. Le général Miletic était manifestement un témoin important. La Chambre de première instance a dit que lorsqu'elle a donné son ordre, l'accusation a dit qu'elle souhaitait entendre le témoin viva voce. C'était juste. Et pour vous donner juste un exemple, la Chambre de première instance a constaté qu'en signant la directive 7, le président Karadzic a démontré qu'il y avait transfert français à Srebrenica. Le général Miletic a rédigé la directive 7, a été préparé, était disposé à témoigner sur le document rédigé à cet effet et à ce plan. La Chambre de première instance a conclu que le président Karadzic avait restreint l'aide humanitaire à Srebrenica. Le général Miletic a participé à l'autorisation de passage des convois, a même signé 7 notes officielles pour les convois en mai et juin 1995. La Chambre de première instance a conclu que le président Karadzic a fermé le corridor pour la colonne qui quittait Srebrenica et
Et elle s'est fondée là-dessus pour le déclarer coupable de génocide. Le général Milicic a surveillé le corridor, personnellement l'a contrôlé et a refusé la requête de l'ouvrir. Et ensuite, une enquête a été ouverte qui n'était ni probante ni sérieuse. Aucun juge de fait raisonnable n'aurait pu accorder du poids à cet élément de preuve. Et nous invitons la Chambre de première instance à se pencher sur ces erreurs. Les trois personnes qui connaissaient le président Karadzic et sa participation étaient le président général Mladic et le général Milicic et le président Karadzic lui-même. Et s'il ne témoigne pas, on a dû choisir entre... Il lui-même a dû assurer sa propre défense. Le général Milicic a été cité à comparaître à la barre des témoins. La Chambre de première instance a décidé de ne pas l'enjoindre à témoigner. Le général Milicic était prêt à témoigner. La Chambre de première instance n'a pas entendu sa déposition. Le président Karadzic a été condamné pour génocide. Les conclusions constituent des éléments de preuve. La Chambre de première instance et le TPY devraient faire très attention et devraient ordonner un nouveau jugement, un jugement équitable au cours duquel le président Karadzic, le général Milicic et le général Mladic peuvent être entendus. To a different subject. Bien, je passe maintenant à un autre sujet qui concerne le moyen 23 de notre mémoire, le privilège de correspondant de guerre. La position du président Karadzic en l'espèce, c'est que le privilège de correspondant de guerre n'est pas détenu par le journaliste lui-même, mais par l'agence de presse pour laquelle il travaille ou il avait travaillé. Et donc, un journaliste ne peut pas lui-même dire qu'il renonce à ce privilège, c'est l'organisation qui doit le faire. Donc, il y a 5 correspondants qui étaient à la retraite qui ont témoigné en l'espèce. Avant chacun d'entre eux, il y a eu objection du président Karadzic, eu égard au fait que leur agence de presse n'avait pas accordé de dérogation. Mais la Chambre a indiqué, elle, non, que la question du privilège devait être exercée par les personnes elles-mêmes. Alors, aux États-Unis, la question est abordée et la Cour d'appel des États-Unis, je reprends l'interprète, indique que la protection des journalistes dans le cadre de leur fonction, et bien que cette fonction de privilège est détenue par l'agence de presse, en l'espèce CBS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les cours internationales? En mai 2015, au tribunal spécial pour le Liban, l'accusation a demandé une citation à comparaître pour un journaliste de Reuters qui était à Beyrouth au moment de l'assassinat du président Hariri. La première chose qui s'est produite, c'est que Reuters a engagé des avocats au Royaume-Uni qui se sont opposés à l'assignation en vertu du privilège du journaliste, mais lorsque l'assignation a été prononcée, c'est le chef des conseils des Reuters et les avocats britanniques qui ont déposé une requête en vue d'un appel. L'agence avait donc le droit d'insister sur la question du privilège sur les éléments recueillis par le journaliste. Et c'était quelque chose de logique, car comme l'a noté Reuters, dans les écritures déposées au TSL, les organisations journalistiques dépendent sur le fait que leurs journalistes doivent être dignes de foi et de confiance et d'être neutres. Et on peut comprendre aisément pourquoi. Si un ancien journaliste de la BBC, par exemple, décide de déposer à l'encontre d'un accusé, l'on peut aisément imaginer que cela peut donner l'impression sur le terrain qu'il n'y a pas de neutralité des journalistes, qui ne sont pas des observateurs neutres. Et cela rend leur travail très difficile dans le meilleur des cas, mais au pire, cela pourrait les exposer à des représailles. Donc le choix n'incombe pas à l'individu, mais il incombe à l'organisation qui est responsable donc des journalistes. Donc la Chambre ici a eu tort d'autoriser l'accusation à faire fi de cela. Alors que le témoignage de ces 5 journalistes était essentiel pour Sarajevo, les municipalités. Et donc le recours, c'est d'ordonner un nouveau procès juste et équitable où ces éléments de preuve seront exclus. Le président Karadzic a soulevé un deuxième moyen d'appel aux questions du privilège. Cette fois-ci, il s'agit du privilège
en tant que député au Parlement. Et c'est le moyen 24 de son mémoire. Le privilège parlementaire est reconnu dans la plupart des États. Dans les tribunaux de droit romain, de common law d'Argentine, l'Ukraine reconnaissent que les déclarations faites au Parlement ne peuvent pas être retenues contre une personne dans le cadre d'une action civile ou dans le cadre de poursuites pénales. Et donc cette acceptation qui est généralisée de ce privilège n'est pas surprenante, car la logique qui la sous-tend est tout à fait fondée. Il est important que les gens puissent s'exprimer librement au Parlement. Cela signifie bien sûr que votre opposant politique, vos opposants peuvent être outrés par ce que vous dites, mais en tout cas, ils ne peuvent pas vous assigner en justice pour vous réduire au silence. Le président Karadzic s'est adressé à l'Assemblée de Bosnie lors de différentes sessions et s'est adressé à l'Assemblée de la République Srpska. Il a fait des déclarations lors de ces sessions qui sont utilisées dans les conclusions de la Chambre d'appel pour ce qui est de déterminer l'entreprise criminelle commune générale, le rôle qu'il aurait eu et son intention génocidaire. Donc ces discours font partie intégrante du jugement. Et la Chambre a estimé que même s'il y a des immunités, des privilèges qui peuvent protéger les parlementaires à l'échelle intérieure, eh bien cela ne s'applique pas dans des poursuites internationales. Alors voilà pour ce qui est de ce moyen 24. Est-ce que ce privilège parlementaire devrait s'appliquer dans des poursuites dans des tribunaux internationaux? Alors on aurait du mal à imaginer pourquoi pas. Les privilèges ne disparaissent pas par magie, tout simplement parce que l'on est devant un tribunal international pénal. C'est un privilège comme celui de la profession de juriste ou celui qui existe pour les correspondants de guerre ou pour les médecins vis-à-vis de leurs patients, etc., ce qui a été reconnu. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que ce serait différent dans les tribunaux internationaux? La Chambre n'a pas donné de justification, l'accusation n'en a pas donné non plus, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui risquerait de mettre à mal le privilège en bien des États si l'on disait que le parlementaire a le droit de parler librement sans crainte de poursuite, si ce parlementaire savait qu'il risquait d'être poursuivi devant une cour internationale pour ce qu'il aurait dit. Alors, l'accusation a dit que la Chambre d'appel n'avait pas le droit de statuer sur ce point car le président Karadzic n'a pas soulevé ce point au procès. Et d'ailleurs, il a donné des déclarations du Parlement en sa faveur et du fait de la décision de la Chambre de première instance, dans ce cadre-là, il s'agissait de M. Krasnicic. Alors, en réponse, je dirais que le fait que la décision ait été prise concernant les déclarations de M. Krasnicic ne signifie pas qu'il n'y avait pas de décision de manière générale en l'espèce, car c'était bel et bien le cas. Deuxièmement, eh bien, on peut affirmer un privilège à tout moment. La question discrétionnaire relève du détenteur de ce privilège. Le président Karadzic a dit maintenant qu'il va en faire état. Et bien sûr que la Chambre d'appel a tout à fait un pouvoir discrétionnaire pour utiliser cela ou non. Il y a un grand nombre d'exemples de chambres d'appel qui ont tranché des affaires où cela n'a pas été soulevé au procès, en particulier dans le cas de l'autoreprésentation. Et ça, c'est important. Est-ce que la déclaration d'une personne faite devant un Parlement peut être utilisée à son encontre dans un tribunal international pénal? C'est quelque chose qui vraisemblablement se reproduira certainement à la CPI et il faudra avoir une réponse à l'intérêt de tous. Alors, nous en arrivons maintenant bientôt au terme. Je vois l'heure, il est déjà 11 heures. Je dirais que j'en ai encore pour moins de 10 minutes. Bien sûr, je m'en remets à vous si vous préférez que nous fassions la pause maintenant ou si vous me laissez la possibilité de terminer. Le président, bien, je propose que vous poursuiviez pour terminer. Madame Gibson, je vous remercie. Maître Gibson, merci. Je passe maintenant au dernier moyen, enfin le 29, et l'incidence, le cas échéant, de la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni pour ce qui est de l'affaire Queen, la guerre contre
la reine contre Joggi sur le CC3 au TPY. C'est un moyen qui est de plus en plus intéressant car vous avez accepté un mémoire d'amicus curiae. Donc nous avons un certain nombre d'éléments qui courent en parallèle et nous disposons d'un grand nombre d'arguments de la part de différentes parties. Alors l'argumentaire est bien connu de tous, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Joggi? Eh bien, précédemment, au Royaume-Uni, un accusé qui faisait partie d'un plan en vue de la commission d'un délit pouvait voir sa responsabilité engagée pour d'autres crimes s'il avait prévu que le principal pourrait commettre les crimes supplémentaires en tant que conséquence potentielle du plan et s'il continuait à y participer. Donc, voilà, dans les grandes lignes, le CC numéro 3. Dans l'affaire Joggi, la Cour suprême du Royaume-Uni a statué en disant que le standard utilisé était erroné et que les tribunaux avaient eu tort de traiter la prévisibilité en tant que norme juridique de la mens rea. La prévisibilité, en fait, n'est qu'une considération de fait et non pas le critère juridique. Une considération à partir de laquelle, eh bien, l'on pouvait déterminer éventuellement l'intention de l'accusé. Ce qui signifiait en fait que la position Royaume-Uni est revenue finalement à ce qu'elle était 30 ans auparavant, avant qu'il y ait eu la jurisprudence, lorsque la Cour suprême a qualifié de mauvais virage. Car la possibilité de crimes supplémentaires, alors la prévisibilité là n'est plus suffisante. Et donc ce jugement a fait énormément de bruit au Royaume-Uni. Mais en fait, il n'est pas sorti de rien. Pendant 30 ans, il y a eu des avocats, des commentateurs, des praticiens du droit qui ont débattu de cela et en disant que engager la responsabilité d'un accusé pour meurtre ou pour autre crime, juste sur le critère de prévisibilité de crime est quelque chose de fondamentalement injuste. Et en fait, c'était très gênant de voir que des suspects pouvaient être jugés coupables sur simplement le fondement de ce qu'ils auraient pu prévoir que quelque chose allait se passer. La responsabilité était alors imposée en fonction du résultat éventuellement possible ou le risque de la possibilité plutôt qu'à partir d'une norme ou à partir d'une connaissance effective. Et donc cela crée une sorte de responsabilité infinie car n'importe qui pratiquement peut éventuellement prévoir qu'il peut se passer quelque chose du fait de comportement de telle ou telle personne. Et donc, Joggi constitue une correction très très importante dans le cadre de la responsabilité d'un accusé, d'une personne, d'un suspect qui ne peut être engagé qu'à partir du moment où il y a assez d'éléments pour lier l'accusé au crime. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, tout d'abord, il faut reconnaître le fait que le CC3 au TPY a eu énormément de force et a résisté pendant pratiquement 20 ans, alors qu'elle était attaquée de toutes parts par des juristes, des savants, des conseils de la défense et d'anciens juges. Alors, bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit à l'époque, mais le CC3 a opposé une résistance à ces différents éléments et a pu être affirmé et réaffirmé dans la jurisprudence du tribunal. Nous ne demandons pas à la Chambre d'appel de jeter à la corbeille, si je puis dire, le CC3 sur le fondement de ce que c'est incompatible avec les principes de responsabilité personnelle ou que cela est trop aviresse, etc. Mais nous disons tout simplement qu'un système de droit qui informe, donc qui donne des éléments sur le CC3, a identifié un aspect de son application en disant que cet aspect était erroné. Et nous pensons que cela constitue le tournant qui nous donne la possibilité de revoir cet aspect particulier de l'ECC3, de cette doctrine. Alors, pas sur l'intégralité, il ne s'agit pas de tout jeter, mais pour rectifier le tir
Alors, il ne s'agit pas de dire que la Chambre d'appel est tenue de suivre les modifications et les changements qui interviennent dans les cours à l'échelle nationale, mais tout simplement le CC3 est maintenant tout à fait en décalage. Et donc l'ajustement du critère de mens rea permettrait à notre tribunal de procéder à cette même correction qui est très importante. Et enfin, ce matin, pour terminer, bien sûr, voilà, je dirais que c'est voilà quels étaient les moyens que nous souhaitions aborder lors de la séance du matin. Nous ne les avons pas tous abordés dans le détail, mais nous voulions montrer qu'il existait là des exemples répétés où l'on voit que l'accusation induit la chambre de première instance en erreur, en cadrant les choses d'une manière qui est ingérable, en refusant de réduire le périmètre du procès, en insistant sur le fait que des éléments de preuve soient acceptés alors qu'ils n'ont pas pu être présentés au contre-interrogatoire, et en procédant d'une manière qui a entravé le droit du président Karadzic à se représenter correctement. Or, le procès se doit être juste et l'accusation aurait dû faire en sorte que le procès soit juste. Et cela a été le contraire finalement. Ce procès est tellement aux antipodes d'autres procès que nous avons connus qu'il est très important d'organiser un nouveau procès. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. You still have Le Président, eh bien, je pense que vous avez encore un petit peu de temps. Je pense jusqu'à 11h25 et je suis pratiquement persuadée que vous aimeriez mettre le temps qui vous est loisible à profit. Maître Robinson. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Je vais passer maintenant à moyen d'appel numéro 40. Je vais vous montrer les choses sur un PowerPoint, une présentation qui va s'afficher. Eva, écoute, Le Président, permettez-moi de revenir très rapidement à Maître Gibson. Vous avez soulevé des observations concernant les privilèges dont jouissent les journalistes. Et si j'ai bien compris, vous argumentez le fait que les organisations de presse, elles, soulèvent et font parfois des objections en matière de privilèges. En l'espèce, l'organe de presse n'a pas procédé à une objection. Alors, qu'avez-vous à en dire,
Maître Gibson. Eh bien, en appel, le domaine que nous identifions, c'est que la Chambre de première instance aurait dû demander à l'accusation que l'agence de presse aurait dû avoir eu la possibilité d'avoir la dérogation du privilège avant de venir déposer. Et donc, ça a été soulevé avant la déposition de chaque correspondant de guerre, et la Chambre a rejeté cela. Donc, la Chambre de première instance a eu une position qui était autre. Et donc, nous disons que cela constituait une erreur qui aboutit à une injustice, car il n'est pas clair de savoir si l'organe de presse aurait autorisé le journaliste à déposer, eu égard aux considérations de neutralité qui ont été soulevées récemment par Reuters au TSL, le président. Mais l'agence de presse a eu la possibilité pour sa part d'avancer cette question de privilège, n'est-ce pas? Réponse, nous ne savons pas vraiment. En tout cas, le président Karadzic a fait le maximum pour soulever la question. Alors maintenant, est-ce que le journaliste s'est retourné vers son employeur pour aller voir si, que ce soit Reuters, Sky News, BBC, etc., pour demander est-ce que je peux parler au tribunal? Nous ne savons pas vraiment. Tout ce que nous savons, c'est que les organes de presse ont vraisemblablement appris les choses après coup. Le président, je vous remercie. Maître Robinson, à vous. Maître Robinson, merci Monsieur le Président. Donc, dans le moyen 40, la défense conteste la conclusion de la Chambre de première instance disant que le président Karadzic partageait l'intention commune ou l'objectif commun, de l'exécution de prisonniers après la chute de Srebrenica. Et cela constitue la base de la déclaration de culpabilité pour génocide. Et donc il est dit qu'il a donné son accord et souscrit au meurtre d'hommes valides, comme cela est démontré par sa conversation avec Deronich dans la soirée du 13 juillet, ainsi que ses actions ultérieures. Et donc là, il y a deux éléments à la chose. Miroslav Deronich était président du parti du SDS dans la municipalité adjacente de Bratunac, et la personne qui avait été nommée par le président Karadzic comme commissaire civil après la chute de Srebrenica 2 jours avant. Regardons d'abord quel est le texte de la conversation entre Karadzic et Deronich. Il y a un intermédiaire qui relaye la conversation qui intervient entre le président Karadzic et Deronich, car il n'y avait pas de ligne téléphonique directe entre Bratunac, où se trouvait Deronich, et Palais, où se trouvait le président Karadzic, à plus de 100 km de là. Cette conversation a eu lieu à un moment où des milliers de prisonniers de Srebrenica avaient été transportés en bus vers la ville proche de Bratunac dans la soirée du 13 juillet 1995. Alors voilà ce que dit l'intermédiaire. Deronich, le président demande combien de milliers. Réponse 2 pour l'instant. L'intermédiaire relaie 2, monsieur le président. Et Deronich demande, mais il y en aura plus dans la soirée. Ensuite, Deronich demande, est-ce que vous m'entendez, président? Et l'intermédiaire dit ensuite, le président ne peut pas vous entendre. C'est l'intermédiaire qui parle. Deronich dit ensuite, j'en ai à peu près 2000 maintenant. Et l'intermédiaire dit, Deronich, le président dit, tous les biens doivent être placés dans les entrepôts avant midi demain. Deronich dit, OK. Et ensuite, l'intermédiaire dit Deronich, pas dans les entrepôts là-bas, mais ailleurs. Deronich dit compris. Fin de conversation. Ensuite, il n'y a pas d'enregistrement de la conversation. Nous n'avons que les notes du membre de l'armée des musulmans de Bosnie qui a intercepté cet appel. Le président Karadzic est d'accord pour dire qu'il a eu une conversation avec Deronich et que cela portait sur les prisonniers capturés après la chute de Srebrenica. Mais il disait que ailleurs, ça voulait dire Batkovici, une prison en Bosnie de l'Est où les prisonniers étaient gardés et visités régulièrement par la Croix-Rouge et où les prisonniers de Srebrenica seraient conduits afin d'y être détenus et non pas tués. Dans le jugement Vadisevich, la chambre d'appel du TPY a déclaré que lorsqu'une chambre est confrontée à la tâche de déterminer si elle peut déduire des actes d'un accusé qu'il a ou non partagé l'intention de commettre un crime, il faut porter une attention particulière au fait de savoir si ces actes sont ambigus
et ce qui pourrait ainsi donner lieu à des conclusions différentes. La Chambre de première instance a conclu que le président Karadzic avait ordonné que les prisonniers soient conduits à la zone de Zvornik pour y être exécutés. Mais comment la Chambre de première instance a pu conclure que le président Karadzic avait ordonné cela à partir de cette conversation cryptée, enfin en tout cas mystérieuse que nous avons entendue? Peut-être qu'ils ont compris Zvornik quand le président Karadzic a dit ailleurs. Alors ensuite, il y a aussi le témoignage de Nikolic, un capitaine de l'armée des Serbes de Bosnie qui avait participé aux tueries de Srebrenica et qui a signé un accord de plaidoyer avec l'accusation à témoigner dans plusieurs procès. La Chambre l'a jugé coupable et a entendu son témoignage en l'affaire Blagojevic. Sous la houlette du mécanisme, sous la houlette du juge d'Hakim. Et le juge a dit qu'il était très imprécis et qu'il n'était pas franc. Nikolic a dit qu'à une réunion à Bratunac vers minuit, le 13 juillet, Deronic avait dit qu'il avait reçu des instructions du président Karadzic pour que tous les hommes musulmans bosniaques soient transférés à Zvornik. D'après Nikolic et d'après le commandant de la police, Deronic, le président interrompant, vous avez 5 minutes. Maître Robinson, merci. Donc, le commandant Dragovic et le colonel Behara étaient présents au moment de la déclaration. Et donc là, on voit que dans la déclaration, Deronic a dit qu'il avait reçu des instructions de l'accusé pour que tous les hommes musulmans bosniaques soient placés en détention à Bratunac et qu'ils soient à Bratunac soient transférés à Zvornik. Là, nous avons la note de bas de page Jésus 1024 qui est citée, Momir Nikolic. Donc, nous demandons s'il y a corroboration de cette déclaration de Nikolic. Eh bien, Deronic est décédé, il n'a pas témoigné. Vasic figurait sur la liste des témoins de l'accusation, mais n'a pas été cité à la barre. Quant au troisième, Behara, il a témoigné, mais n'a dit ne pas avoir été présent sur les lieux. Alors, est-ce que ce qui vient d'être entendu corrobore le témoignage de Nikolic? Il a déjà été déclaré que ce n'était pas le cas. Dans une décision relative à notre requête visant à admission d'éléments de preuve supplémentaires en appel, vous avez indiqué qu'ayant reçu les extraits des éléments de preuve concernant Davidovic et Katanic, vous estimiez qu'ils avaient menti devant la Chambre de première instance et qu'aucun d'entre eux ne semblait présenter de connaissances exactes au sujet de la réunion concernée ou du contenu de cette conversation. Fin de citation. Donc la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant au fait que le témoignage de Deronic et Katanic permettait de corroborer les propos de Momir Nikolic. Et elle n'a même pas reconnu que ceci reposait sur la seule conclusion concernant le témoignage de Nikolic, ce qui est une erreur encore plus fondamentale. Et il n'y a pas eu corroboration du fait que Nikolic avait connaissance de la réunion organisée ou qu'il y aurait participé. Si cela était vrai, il aurait pu, en tout état de cause, mentir au sujet de ce qui s'était passé. Par exemple, supposez, Monsieur le Président, que vous rencontriez Monsieur le procureur Brametz un après-midi au moment où vous quittez le bâtiment. Vous le saluez, vous échangez quelques mots avec quelqu'un et il entend vos propos. Et le procureur Brametz discute de l'appel Chechel sur le fond. Il évoque des éléments vidéo. Il vous dit qu'il est possible que vous-même figuriez sur des images tournées en vidéo dans le hall d'entrée du tribunal et qu'un membre de la défense soit passé à côté et déclaré qu'il n'y avait pas corroboration de ce qui avait été dit par ces images. La même chose peut s'appliquer à Deronic et à Karadzic au sujet de ce qui s'est dit par rapport à Zvornik au moment où il déclare que les prisonniers doivent être emmenés ailleurs.
Ceci ne permet pas de corroborer le témoignage de Momir Nikolic. Nous devrions maintenant faire la pause. Le président, nous prenons la pause et le temps que vous venez de parler sera comptabilisé dans l'heure et demie dont vous disposez. Donc, nous reprenons nos travaux à 11h55.